Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec jusqu'à 21h, Ophélie Roch, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir à Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Et bonsoir au général Bruno Clermont. Bonsoir. Consultant défense. Merci de nous accompagner dans cette troisième journée de guerre avec effectivement des attaques et des ripostes un peu tous azimuts. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée, alors qu'il y a eu à la fois une intervention, une riposte plutôt iranienne aux armements américains et israéliens, et puis un discours de Donald Trump et avant lui de Pete Hegseth sur l'avancée de cette guerre? Finalement, une journée qui correspond à la journée de guerre habituelle qu'on va vivre probablement pendant plusieurs jours, c'est-à-dire une offensive américaine qui se poursuit extrêmement violente, extrêmement brutale, qui recherche la rapidité et la puissance avec les Israéliens. Ça, c'est le troisième jour et d'autres jours vont être comme ça. Et puis, en réponse, des tirs de missiles, des tirs de drones, non seulement sur Israël, mais sur un tas de pays de la région qui donnent le sentiment que l'Iran a brûlé ses vaisseaux et que maintenant, ils sont dans une position dans laquelle ils sont prêts à jouer toutes leurs cartes pour sauver la peau du régime. Et c'est un peu ce qu'on est en train de vivre. Et on habille ça du fait que les deux discours du président Trump et du secrétaire d'État, c'est les mêmes. On ira jusqu'au bout, on va gagner, on ne va pas relâcher l'effort, ça peut durer longtemps. On est même prêt à mettre des troupes au sol si nécessaire. Donc une forte volonté du côté américain, qui avait semblé hésiter hier. Après, c'est typique de Trump. Il faut suivre les évolutions, il faut s'accrocher pour comprendre Trump. Et aujourd'hui, il est vraiment sur la ligne ferme. Vous l'avez dit, les discours à la fois du secrétaire américain à la défense et du président américain sont très patriotiques. C'est pas comment dirais-je, c'est pas une surprise de la part de Pete Hegseth qui lui-même a servi au combat à la fois dans différents conflits et ensuite à Guantanamo où la situation était évidemment celle qu'on sait, mais ils sont avares à juste titre de renseignements. Alors quels vont être les buts de guerre maintenant? Quels sont les objectifs américains? Tout à l'heure, Pierre Lelouch disait que le but premier, c'est de détruire les lanceurs d'armement, que ce soit des missiles ou des canons. C'est ça le but principal? Il y a les objectifs stratégiques et les objectifs tactiques. L'objectif stratégique, globalement, c'est la chute du régime. Trump l'a dit, Netanyahou l'a dit, sous une forme diverse et variée, avec des conséquences qu'on ne connaît pas. Et l'objectif tactique, c'est de mener des frappes violentes sur un très grand nombre d'objectifs, la priorité étant les missiles balistiques et les sites à partir desquels partent des drones, puisque c'est la menace directe vers les pays du Golfe et Israël. Ça, c'est vraiment la priorité. Et pour faire ça... Couper les lanceurs, en fait. Couper les lanceurs. Pour couper les lanceurs, il faut neutraliser les radars, neutraliser les défenses aériennes, il faut casser la chaîne de commandement. Mais pour arriver à cette priorité, il faut traiter les autres sujets en même temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'avions, et c'est aussi pour ça qu'ils ont probablement attendu une fenêtre particulière. Et dans la fenêtre particulière, il y avait la présence du porte-avions Ford, qui est un porte-avions énorme et qui emmène beaucoup d'avions de guerre. Mètres, oui. C'est le plus grand porte-avions de la marine américaine. 4500 marins à bord. C'est ça, 300 mètres de long, 100 000 tonnes. On est content avec nos 2000 à bord français, du PA. Mais les Français n'arriveront pas à avoir la même taille. Oui, c'est ça. Oui. Vous savez que quand on fait du bord à bord avec les porte-avions américains, généralement, ça fait un peu bizarre. Exactement. Quand on est, et ce porte-avions emmène une vingtaine d'avions qu'on appelle des growlers, qui sont des avions de brouillage et de guerre électronique indispensables dans les premières phases de la guerre. Et alors justement, à propos d'avions, il y a eu tout à l'heure une mésaventure dans le ciel koweïtien où des F-15 ont été abattus par erreur. Ça, c'est quoi? C'est parce que on a cru que c'était des avions iraniens? C'est ce qu'on appelle un tir fratricide, un tir blue on blue. C'est un défaut de coordination de l'espace aérien. Une des priorités dans les campagnes aériennes compliquées comme ça, dans lesquelles il y a de la défense antiaérienne et des chasseurs, c'est d'avoir des règles strictes dans lesquelles les chasseurs ont des identifications électroniques qui sont détectées par les radars, qui fait qu'ils les classent comme amis et pas ennemis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour qu'on abatte 3 F-15 américains, il s'est passé quelque chose de pas bien net. Oui. Parce que veut bien, mais trois, il y a un opérateur qui a dû avoir un problème. Et heureusement, les 6 membres d'équipage, c'était des biplaces, des F-15, eux, se sont éjectés et ça aurait pu être dramatique. Donc ils ne font pas partie des 4 Américains tués a priori. Je crois ils sont éjectés, ils ont été récupérés par des locaux, ils rentraient en voiture, dans des coffres de voiture à leur base aérienne. Pour se cacher, bien sûr. Jean-Claude Dacier. En général, le conflit iranien a largement débordé depuis 48 heures, en tout cas, sur la région. Le
plupart des pays de la péninsule arabique. Est-ce que vous pensez que c'est une situation que l'Iran va avoir les moyens de poursuivre encore quelques jours, voire quelques semaines? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour la suite des événements? Comment vous voyez ça? Alors, d'un point de vue militaire, la puissance de l'opération militaire vise à casser l'outil militaire iranien, sans nul doute. Aujourd'hui, on a assisté pendant 2 jours et 3e jour à un nombre de sorties considérable. Peut-être 1400 objectifs sont traités chaque jour. Chaque objectif, à la différence de la première guerre du Golfe dans laquelle il y avait ce taux de sortie, tous les armements sont précis. À l'époque de la guerre du Golfe, 10% des armements étaient précis. Aujourd'hui, tous les armements ont une précision de l'ordre du mètre ou de 5 mètres maximum. Donc quand on vise un objectif, on le détruit. Donc en multipliant les frappes, en multipliant les cibles, en multipliant les sorties, on va arriver à casser, à affaiblir progressivement l'ensemble du système militaire, que ce soit l'armée traditionnelle, l'armée iranienne, ou les gardiens de la Révolution, et en même temps, ils en profitent pour faire ce que les Américains font toujours, c'est-à-dire le fameux jeu de cartes où on prend les responsables politiques, les responsables militaires, et on les élimine un par un, et chaque fois qu'on les remplace, on élimine son successeur. Mais la riposte plutôt de l'Iran a surpris, semble-t-il, beaucoup de monde, en tout cas parmi les médias. C'est normal ou pour vous, ça vous a pas surpris? Est-ce qu'on a sous-estimé en fait les forces iraniennes? Peut-être. On a probablement, il y a plusieurs explications, mais il y en a une qui est probable, c'est le fait que les premières frappes ont fait très mal à l'Iran, et les frappes se sont produites à ce moment-là aussi parce que l'Iran est isolé stratégiquement et politiquement, et en tas de faiblesse, ce qui n'était pas le cas. C'est aussi un des éléments de la fenêtre d'opportunité. Et les réactions de l'Iran a été une réaction finalement de se retrouver très vite le dos au mur, et puis non seulement de répondre à Israël, mais de répondre aux bases américaines qui sont un peu partout dans la région. Et en répondant aux bases américaines, ils ont répondu en fait ils ont frappé sur tous les pays du Golfe, parce qu'ils ont 2 catégories de missiles, un des précis et des pas précis. Et donc, est-ce que c'est volontairement qu'ils frappent Bahreïn? Est-ce que c'est un accident? Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu volontairement. De toute façon, ils n'ont plus le soutien des pays du Golfe. Donc, autant y aller et autant tirer des missiles partout. D'ailleurs, on sait ce qu'il y en est au niveau des stocks de missiles iraniens, parce qu'il m'avait semblé que les Américains en avaient détruit la moitié il y a quelques mois. Oui. Mais est-ce qu'on sait un petit peu les réserves qu'ils ont, leur capacité en fait à produire à nouveau? Et aussi, on parle beaucoup des drones pour la guerre en Ukraine, mais est-ce que c'est le cas pour la guerre en Iran? Bien sûr. Alors, sur la question des drones, la guerre des 12 jours, officiellement, qui s'est terminée le 23 juin, avait détruit la moitié des missiles balistiques. Je rappelle que c'était un objectif, c'était de les détruire tous. Je pense que cette guerre a été arrêtée trop tôt. Je pense qu'elle devait être arrêtée parce qu'ils n'auraient pas, il fallait les forces américaines pour aller jusqu'au bout. Donc elle a arrêté trop tôt. Donc on a détruit que la moitié des sites balistiques. Donc ils l'ont reconstitué depuis. Ils savaient très bien qu'il y aurait eu une deuxième offensive. Là, dans cette guerre-là, par rapport à ce qui a été détruit et reconstitué, Tsahal dit on en a détruit la moitié en 2 jours. Bon, donc c'est quand même considérable. La moitié de quoi, on ne sait pas. Mais la moitié de plusieurs milliers. Donc il en reste plusieurs milliers. Ça, c'est pour les missiles balistiques. Et je rappelle qu'il y a une douzaine de types différents, des très performants et des très précis, et puis des très basiques. Ils les tirent, ils ne savent même pas où ils vont. Mais il y en a des... Mais en tout cas, ils les utilisent en guise de représailles pour faire peur. Pour terroriser. Oui, pour terroriser, justement.